Les Burkinabés vivant à Madagascar prennent les nouvelles de leur pays. C'était à l'occasion des échanges directs entre eux et le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré est dans ce pays pour le 16e sommet des chefs d'État de la francophonie. Le gouvernement promet de résoudre la question des agents des établissements publics de l'État qui ne sont pas pris en compte dans la loi 081. À ce sujet, un dialogue sera engagé dans les jours à venir à travers la mise en place d'une commission paritaire. Le Premier ministre en a parlé avec les organisations syndicales. 3 soldats de l'ex-régime de sécurité présidentielle ont été arrêtés en territoire ivoirien. La Côte d'Ivoire les a transférés aux autorités burkinabées. L'arrestation de ces 3 individus permettra de faire évoluer des dossiers comme ceux relatifs au coup d'État manqué et l'attaque de Nimdi, selon le ministre d'État Simon Compaoré. Voilà pour la une de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le président du Faso est à Antananarivo, à Madagascar, depuis ce matin pour prendre part au sommet des chefs d'État de la francophonie. En attendant les travaux proprement dits, Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec les Burkinabés vivant à Madagascar. Il leur a donné les nouvelles du pays avant d'écouter leurs préoccupations. On fait le point avec Arthur Ouedraogo et Fousseni Kindo. La communauté burkinabé de Madagascar, une trentaine environ, travaille dans la fonction publique internationale, les télécommunications et la recherche. Mais il y a aussi cette doyenne, Bernadette Ouedraogo, née en 1959 à Madagascar, d'un père militaire burkinabé et d'une mère malgache. Son père tombé malade, par la suite est évacué au pays pour des soins et depuis lors, ils ne se sont plus revus. Elle confie n'avoir jamais mis les pieds dans le pays de son père. J'ai envie d'aller et poser mes pieds dans le pays de mon père, mais pour vivre là-bas, c'est difficile pour moi parce que j'ai beaucoup de choses au dos. Là, ici, j'ai mon mari, j'ai 2 garçons, j'ai des petites fils qui m'accompagnent là. Mais mon rêve, c'est de venir à Burkina. Je ne sais pas combien de jours, mais après revenir comme ça. Son histoire est une histoire assez particulière. Et en tout cas, je voudrais la rassurer et rassurer la communauté que nous prendrons toutes les dispositions pour qu'elle puisse se rendre au Burkina Faso dans de plus brefs délais. En rencontrant ce matin le président du Faso, Bernadette et les autres compatriotes ne cachent pas leur joie. Néanmoins, ils ont tenu à lui exprimer quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés, comme celle du renouvellement de leur passeport, les questions de visa, mais aussi de transfert de devises. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, en venant à la rencontre de ses compatriotes, il dit être attentif à leurs préoccupations. Je pense que nous ne pouvons que vous encourager à cultiver justement cette solidarité, cette fraternité entre vous pour continuer effectivement à apporter partout où chacun est sa contribution à l'édification donc du Burkina Faso. Je crois que ça c'est très important à souligner. La rencontre s'est achevée avec cette volonté de part et d'autre de se revoir le plus souvent et au président du Faso d'encourager les Burkinabés à être toujours exemplaires dans ce pays très éloigné de leur patrie-mère. Dans les jours à venir, un dialogue sera engagé pour résoudre la question des fonctionnaires détachés dans les établissements publics de l'État. Ces fonctionnaires ne sont pas pris en compte dans la loi 081. Le chef du gouvernement était face aux organisations syndicales aujourd'hui pour en parler. Paul Kabatieba a annoncé la mise en place d'une commission paritaire qui va mener la réflexion sur la situation des agents des EPE. On fait le point avec Jean Zongo et Abdelaziz Yagibou. La loi 081 régissant les établissements publics de l'État EPE sera bel et bien relue et cela dans de meilleurs délais. Sur la question, gouvernement et organisations syndicales sont sur la même longueur d'onde. Il faut, selon les syndicats, rebattre les cartes en vue de permettre aux fonctionnaires détachés dans les EPE et victimes d'inéquité et d'injustice liées à l'application de la loi 081 d'entrer dans leurs droits. L'adoption de la loi 081 qui régit désormais la carrière de l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique d'État. Alors, qu'en est-il des travailleurs des établissements publics de l'État, EPE? C'est une question qui n'avait pas été réglée en son temps. Pourquoi y a-t-il problème?
Parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont mis en position de détachement auprès des EPE. Alors, si la situation de leur carrière est réorganisée au niveau de la gestion de l'État et qu'elle reste en place dans la même position au niveau des EPE, il va y avoir des distorsions et des problèmes de gestion. Tout en renouvelant la volonté de son gouvernement d'œuvrer dans le sens de l'apaisement du climat social, Paul Kaba-Thiéba rassure les organisations syndicales que les lignes vont bientôt bouger dans le sens de la relecture de cette loi 033. Mieux, il annonce la mise en place d'une commission technique qui va travailler et proposer au gouvernement des solutions consensuelles. Commission qui sera composée de toutes les parties prenantes, dont les syndicats. Effectivement, la lecture de la loi 033, c'est l'UES qui avait revendiqué cela. Donc si aujourd'hui le gouvernement manifeste l'intérêt d'aller de façon diligente dans la relecture, ça ne fait que nous satisfaire. L'autre souhait des centrales syndicales est que la loi 033, une fois relue, prenne effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi 081. Une préoccupation que le gouvernement promet examiner en temps opportun et avec attention. Et puis le Premier ministre a pris connaissance des conclusions des travaux du congrès de la Société africaine de gynécologie et obstétrique. Ce congrès s'est achevé hier dans la capitale burkinabé. Une délégation des congressistes est allée faire le point de leurs travaux au chef du gouvernement et on apprend que des actions seront engagées au profit de la santé maternelle et infantile. Jazongo Abdelaziz Yagibou. Sur la période 2017-2021, la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique envisage de batailler dur pour mieux promouvoir la santé de l'enfant et de la mère. La stratégie pour y parvenir est dévoilée ici au Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Il faut que chacune de nos sociétés nationales puisse faire des activités dans le cadre de la prévention de la mortalité maternelle, de la mortalité infantile, mais aussi de la lutte contre le VIH-Sida, puisque vous le savez, le sida est en train de se féminiser, mais également dans le cadre de la lutte contre les deux principaux cancers gynécologiques que sont le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Donc en un mot, notre visite avait pour raison d'expliquer tous ces problèmes au Premier ministre, mais nous avons trouvé auprès de lui une oreille très attentive et surtout nous avons trouvé auprès de lui des informations qu'il avait déjà et qu'il a mis à notre disposition. Je pense que ça a été une excellente chose de l'avoir rencontré. Du chef du gouvernement burkinabé, la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique attend un appui fort pour mener à bien sa mission, celle de rapprocher des communautés des soins adéquats et de qualité. Autre point de l'actualité, 3 éléments de l'ex-régime de sécurité présidentielle ont été arrêtés en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont remis ces 3 éléments aux autorités burkinabées. L'information a été donnée cet après-midi par le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré. Et selon Simon Compaoré, l'arrestation de ces 3 individus va faire avancer des dossiers tels que ceux du coup d'État et de l'attaque de Nimdi. Plus de précisions avec Vincent Tchendrebeugo. 3 éléments de l'ex-RSP mis aux arrêts en Côte d'Ivoire et transmis aux autorités burkinabées ce vendredi. C'est l'information du ministre d'État Simon Compaoré dans une brève déclaration à la presse. Les autorités ivoiriennes ont accompli un geste fort ce vendredi 25 novembre 2016 qui a consisté à remettre ce matin même à Abidjan, et cela suite à des échanges d'informations que nous avons eus avec elle, 3 éléments de l'ex-RSP qui s'étaient enfuis en Côte d'Ivoire lors du coup d'État de septembre 2015. Il s'agit du sergent-chef Koussoubé Roger, dit le Touareg, du sergent-chef Zerbo Mohamed et de l'adjudant Ekouri Kossé. 3 noyaux durs, selon Simon Compaoré, qui feront avancer l'enquête sur certains dossiers, notamment le coup d'État manqué de septembre 2015, l'attaque de la poudrière de Nimdi
et la récente tentative de déstabilisation des institutions. Et le ministre d'État de traduire la reconnaissance du président du Faso aux autorités ivoiriennes, tout en saluant la collaboration entre les forces de défense et de sécurité des deux pays. Et puis cette information, on l'a apprise cet après-midi. Luc Adolphe Tiao, le dernier premier ministre du régime Blaise Compaoré, est bénéficiaire d'une liberté provisoire. Une liberté provisoire obtenue pour des raisons de santé. Luc Adolphe Tiao avait été déféré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou le 16 septembre dernier. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires, complicité de coups et blessures volontaires, assassinat et complicité d'assassinat. Il est également accusé d'avoir signé une réquisition autorisant aux forces de défense et de sécurité l'usage de la force pendant l'insurrection populaire. Les parlementaires burkinabés ont besoin d'une bonne connaissance des conventions internationales afin de mieux les vulgariser. À ce sujet, une session de sensibilisation a été organisée à leur intention aujourd'hui même à Ouagadougou. En plus des députés, des acteurs concernés par des questions de droits de l'homme ont pris part à cette session. Une session initiée par le secrétariat permanent du comité interministériel des droits de l'homme, Ibrahima Sombier et Omar Zambri. Les élus nationaux se familiarisent avec les conventions internationales en matière de droit international humanitaire pour mieux les appliquer. Réunis en une session de sensibilisation, ces représentants du peuple vont aussi jauger le niveau d'internalisation des différentes conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso. Le Burkina s'est engagé sur divers plans pour le respect du droit des conflits armés, qui équivaut au droit international humanitaire. Mais pour ce qui concerne les autorités internes, la population, il est nécessaire que celui qui est le législateur s'approprie les textes internationaux. Nous nous attendons au moins à près d'une centaine de députés. Donc on a essayé d'élargir vraiment cette concertation à l'ensemble des députés et j'oubliais, en particulier on a mis l'accent sur les femmes députées. Le Burkina Faso fait partie des nombreux pays du monde qui ont ratifié les conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977. Et c'est aussi pour permettre leur large diffusion que cette session est organisée. Nous attendons que les députés soient performants, que les députés soient davantage informés sur ce que c'est le droit international humanitaire, quelles sont les conventions en vigueur, quelles sont les règles qui ont été émises et naturellement qu'ils soient dans une disposition naturellement de voter des lois nationales qui prennent en compte ces engagements internationaux. Des communications sont au programme de cette session de sensibilisation et la contribution de plusieurs spécialistes est attendue sur des questions liées aux droits dans les conflits armés. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au nom de ces violences, les mutilations génitales féminines, contre lesquelles le Burkina Faso a adopté une loi il y a maintenant 20 ans. Et pour marquer les 2 décennies de l'adoption de cette loi, les acteurs de la lutte contre les MJF ont organisé un panel hier à Ouagadougou. Daouda Ouattara, Sanoua Christine Koulibaly. De 2010 à 2015, la lutte contre l'excision au Burkina a permis son recul de l'ordre de 2% selon des enquêtes. Cette rencontre des acteurs du domaine vise à faire le point du combat depuis 1996, d'où le thème « Les 20 ans de l'adoption de la loi contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso, bilan et perspectives ». Derrière ces chiffres se cachent en fait des réalités qui méritent d'être prises en compte. Ce n'est pas les chiffres les plus importants, c'est comment sécuriser, protéger et sauver la vie humaine. Le contexte de l'adoption de la loi contre l'excision et les difficultés dans son application sont entre autres les sujets développés au cours de ce panel. Selon la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, les pesanteurs socioculturelles, l'abolition des mutilations génitales féminines. C'est une pratique qui est ancrée dans les croyances, dans les conceptions, dans les mentalités. Et cela constitue véritablement pour nous une grosse difficulté. En rappel, le Code pénal a intégré depuis le 13 novembre 1996 3 articles qui visent à sévir contre l'excision au Burkina. Les peines encourues vont de 6 mois à 10 ans d'emprisonnement. Actualité dans le monde paysan à présent, la Sofitex et la Société financière internationale ont signé une convention d'un montant de 3 milliards de francs CFA. Cette somme servira à mettre en œuvre 2 projets au profit des producteurs. Ces projets relèvent notamment du domaine de l'irrigation et la gestion des ressources hydriques. La signature de la convention est intervenue hier à Bobo-Dioulasso, Hassan Gourabou, Moumouni Barou.
Ce geste matérialise la signature de convention entre la Société burkinabé des fibres et textiles et la Société financière internationale. Première du genre, ce projet d'irrigation d'appoint pour les producteurs de coton vient à point nommé. La veuve est très contente de celui qui sert son bâton. C'est ça le producteur. Tu sais, les semis tardifs, ça se permet aux semis tardifs d'accroître leur rendement. Face aux efforts néfastes des changements climatiques, caractérisés par une pluviométrie capricieuse, une gestion efficiente des eaux de pluie s'avère nécessaire. Ce projet d'irrigation d'appoint et d'aménagement des parcelles agricoles en cordon pierreux au profit des exploitations cotonnières devrait contribuer à l'amélioration des rendements et de la qualité du coton. Ce projet devrait permettre aux producteurs de mieux assurer la gestion de l'eau à l'échelle donc de leurs exploitations cotonnières et de mieux rendre cette eau aux cultures qui sont sur leur exploitation. Le coton est stratégique pour le Burkina Faso, c'est l'or blanc. À travers la Sofitex, nous pouvons atteindre 80% des producteurs. D'un coût de 3 milliards de francs CFA, cette opération expérimentale concerne les producteurs des zones d'intervention de la Sofitex. Et de la réussite de l'expérience dépendra une plus grande détermination des partenaires pour la couverture de l'ensemble du territoire national. Et sur le terrain, l'heure est à la récolte du coton au Burkina, une activité qui nécessite une bonne disponibilité de la main-d'œuvre. Et c'est justement ce qui fait défaut à Houndé. À l'origine de cette situation, l'activité de l'orpaillage, car cela ne tienne, les producteurs sont à pied d'œuvre pour mettre le coton à la disposition de la Sofitex d'ici à la fin de novembre 2016. Drissa Traoré et Moussa Sano. Michel Ili est un producteur installé à Bouiré, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Houndé, dans la région cotonnière du même nom. Cette année, l'homme a exploité une superficie de 12 hectares, dont 4 avaient subi une inondation. Actuellement en pleine récolte, il atteint une production de 10 tonnes. Ici, pour avoir la main-d'œuvre là, c'est pas facile. C'est parce que mon champ est à côté du village que les femmes là viennent. Je fais habituellement du commerce, mais comme présentement tous les gens sont occupés par les travaux champêtres, il n'y a pas de marché. Donc on vient aider à récolter le coton pour nous procurer un peu de sous. Si pour Michel Ili la main-d'œuvre ne pose pas problème, ce n'est pas le cas de cet agriculteur de Boni, à une quinzaine de kilomètres de Houndé, obligé pour le moment de faire avec. Avec l'orpaillage, il est très difficile de trouver la main-d'œuvre aujourd'hui. Presque tous les gens ont rejoint les sites d'orpaillage parce que là-bas, ça paye bien. En attendant de trouver des gens, c'est la famille qui récolte. Ceux qui ont déjà la chance de trouver, ils doivent débourser entre 750 et 1000 francs par personne et par jour. Et pourtant, ce ne sont pas les moyens qui manquent chez certains producteurs qui ont reçu de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, des prêts pour prendre en charge la main-d'œuvre et faire avancer les récoltes, des récoltes dont l'acheminement vers les usines d'égrenage de la Sofitex, la Société burkinabé des fibres textiles, a même déjà commencé. Au niveau de la région cotonnière de Houndé, nous comptions démarrer l'égrenage du coton le 15 octobre, mais avec vraiment la mobilisation des producteurs, nous avons pu démarrer le 13 octobre. Donc ça fait que nous sommes en tout cas tout à fait satisfaits. À la date du 23 novembre, 14 500 tonnes de coton avaient été acheminées dans les usines de la région cotonnière de Houndé, une région qui attend cette année une production de 120 000 tonnes. Parlons à présent de sécurité alimentaire, un projet relatif dénommé Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest est mis en œuvre depuis 2012. Ce projet avait été initié par les décideurs politiques du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest avec l'appui de la communauté internationale. Une rencontre se tient depuis le 23 novembre à Ouagadougou pour partager les résultats de ce projet. Yacouba Gamene et Oumou Sissi. Réduire de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique, c'est la préoccupation au centre de cet atelier. Un atelier qui va permettre aux participants d'élaborer une stratégie de communication et mettre en œuvre une feuille de route afin de pallier l'insuffisance alimentaire et la famine en Afrique.
Aujourd'hui, une économie qui n'est pas résiliente ne peut pas résister au temps. Maintenant, au niveau de la cellule technique Agir, nous avons essayé de collecter plusieurs bonnes pratiques en matière de résilience. Nous allons les analyser, extraire les meilleurs et procéder maintenant à leur diffusion. Au sortir de cet atelier, c'est l'espoir d'une feuille de route commune pour un meilleur partage et une bonne pratique de résilience. Et avec l'appui de partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne et la Banque africaine de développement, Alliance globale de résilience Agir au Sahel et en Afrique de l'Ouest espère venir à bout de la famine en Afrique. L'UEMOA a proclamé les résultats du concours qu'elle organise et dénommé Prix Qualité de l'UEMOA hier à Ouagadougou. Il faut dire que ce concours était à sa 5e édition et au total, 9 prix ont été décernés à des entreprises qui se sont illustrées par la qualité. Rappelons que ce concours vise à promouvoir la culture de la qualité dans les entreprises de l'espace UEMOA. Isaka Ouedraogo et Vincent Tendrebego. Pour cette 5e édition, 9 prix sont décernés par l'UEMOA pour célébrer la qualité au sein des entreprises publiques et privées des pays membres de l'Union. Ces entreprises ont reçu des prix d'excellence, des prix spéciaux en leadership et d'autres en réalisation du produit. Le Burkina Faso s'en sort avec 2 prix dans le leadership et la réalisation du produit. Pour les initiateurs, l'objectif est d'engager les organismes dans une démarche de qualité. Nous voulons démontrer en tant qu'institution d'intégration que nous ne sommes pas simplement préoccupés pour créer un espace économique unifié qui soit un marché pour tout le monde. Nous sommes préoccupés pour que les entreprises qui opèrent dans notre région, qui opèrent sur le territoire communautaire, puissent s'y tenir, puissent continuer à soutenir la concurrence. Ce prix crée l'émulation au sein des entreprises et organismes de l'espace communautaire et les entreprises lauréates comptent redoubler d'efforts dans cette dynamique de qualité. C'est un prix d'encouragement et en même temps d'éveil pour que nous puissions progresser dans ce que nous faisons. C'est le fruit de la consécration de différents efforts. Ce prix vient conforter notre position en tant que leader dans le métier de BTP. Le prix de l'UEMOA est organisé tous les 2 ans. Pour cette édition, 19 entreprises étaient en compétition, toutes catégories confondues. Autre point de l'actualité, à Bobo-Dioulasso, 448 personnes sont bénéficiaires des parcelles de la Sonature. Elles ont été retenues à la suite d'un tirage au sort organisé publiquement le mercredi dernier. Les bénéficiaires ont 1 mois pour s'acquitter de tous les frais liés à l'obtention de leurs parcelles. Le reportage de Hassan Gourabou et Ahadi Sandamba. Boukari Ouedraogo, c'est le nom du tout premier gagnant de ce tirage au sort. Il est désormais propriétaire d'une parcelle viabilisée dans une des zones Sonature de Bobo-Dioulasso. Avec une superficie de 296 mètres carrés, il doit débourser la somme de 3 118 000 francs CFA compris du terrain, plus 5% de cette somme. Les 5% en sus, c'est pour nous permettre de prendre en charge donc, toute l'opération que nous menons sur Bobo. Vous voyez, ça a mobilisé beaucoup de monde, les forces de défense et de sécurité, ça a mobilisé un huissier, ça a mobilisé beaucoup de charges. La dynamique en ce moment, c'est la transparence et l'équité. Donc parmi plusieurs choix possibles, nous avons pensé que permettre aux populations de souscrire physiquement comme en ligne et ensuite procéder à la vente après un tirage au sort public, la manière la plus transparente de faire à la Sonature. Pour ce qui est de la ville de Sia, il y a 488 parcelles qui sont mises en vente. Et tout éventuel bénéficiaire est dans l'obligation de solder le prix de la parcelle dans un délai d'1 mois. Passé donc ce délai, la Sonature procédera au retrait des parcelles non soldées au profit de ceux de la liste d'attente. A noter que pour la phase de Bobo-Dioulasso, la Sonature a enregistré près de 40 000 souscriptions.
Les acteurs du sous-secteur des transports ferroviaires et leurs partenaires sont en concertation à Ouagadougou. L'objectif de cette concertation, identifier les voies et moyens pour améliorer les conditions de voyage par le train. À l'initiative de la rencontre de Ouagadougou, la Société de gestion du patrimoine ferroviaire, la Citaraï, et la Société de transport ivoiro-burkinabé. Plus de précisions avec Issa Kafando et Maxime Zongo. Moyen privilégié de transport, il y a de cela quelques années, le train a considérablement perdu de ses performances. En cause, de nombreux facteurs préjudiciables à une exploitation optimum du réseau. Une situation qui a conduit l'État à solliciter l'Union européenne, à travers le Fonds européen de développement FED, un appui pour la réalisation d'une étude de satisfaction sur la qualité des prestations ferroviaires. Lorsque le nombre de gares passe de 26 à 11, que la qualité du transport, parce qu'il n'y a pas assez de trains voyageurs qui sortent, que la qualité du transport est médiocre en termes de confort, des sièges qui ne sont pas, donc tous ces aspects ont été relevés. Il s'agira maintenant de donner des orientations afin que l'administration puisse amener le concessionnaire Citaraï et le partenaire qui assure actuellement ce transport-là, voir dans quelle mesure relooker, si je peux me permettre le terme, la qualité du transport voyageur par rail. Au cours de cette concertation de Ouagadougou, acteurs du sous-secteur du transport ferroviaire, associations des usagers et autres structures professionnelles vont partager les conclusions de l'étude d'enquête pour une redynamisation du réseau. Objectif, la reconquête de la part du marché de voyageurs par le rail. Et dans le domaine des transports routiers, bientôt ça sera la fin du calvaire pour les usagers de la route Yako-Yaba dans la région du Nord. Hier, le ministère en charge des infrastructures a lancé les travaux d'entretien périodique de cette route longue de 70 km. Et ces travaux vont coûter à l'État plus de 1,3 milliard de francs CFA. Paul David Bambara, Maïmouna Traouri. Plus de 3 heures pour parcourir 70 km. C'est le quotidien de ces usagers de la route régionale numéro 15 Yako-Yaba. Actuellement, on peut même dire qu'il n'y a pas de route. Ce n'est plus de nid de poule. Hein. C'est vraiment c'est réellement des trous. Ça fait plus de 3 ans pratiquement que la route n'a jamais été réfectionnée. C'est ce qui fait qu'alors que la voie est très pratiquée. C'est la fin de ce calvaire qui s'annonce. Dans 10 mois, les usagers auront plus de facilité pour relier Yako et Yaba. La couche de roulement sera reprise, la signalisation routière remise en état et les tracés aux virages accidentogènes rectifiés. Cette route connaîtra la construction de 13 dallos, 13 ponts, comme on dit en langage courant, et la réalisation également de 8 forages. Donc à la fin des travaux, au bout de 10 mois, nous aurons une route entièrement renouvelée. Le projet est financé par le Fonds spécial routier du Burkina Faso, gestion 2016. Il entre dans le cadre du programme national routier, un programme qui a permis de mettre en place depuis 2012 un plan quinquennal actualisable chaque année pour l'entretien périodique des routes. On revient chez nous pour terminer ce journal par l'actualité traitée dans la presse écrite de ce vendredi. Le 16e sommet de la francophonie et le nouveau statut des forces armées nationales sont entre autres sujets abordés par les parutions. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Les personnels des forces armées nationales dotés d'un nouveau statut apprend-on dans Sidoya qui précise qu'il remplace celui voté par le Conseil national de la transition en apportant des ajustements en fonction des réalités sociales et militaires du moment. De l'avis du président de l'Assemblée nationale, rapporte le quotidien, les réformes introduites sous la transition visaient simplement à bénéficier à un individu, à l'occurrence le lieutenant-colonel Isaac Zida. Car, dit-il, c'est Zida qui a introduit la loi pour se faire nommer général. Tout en ironisant dans le quotidien, Salif Diallo se demande bien comment un infirmier peut-il se retrouver professeur chirurgien.
À la question de savoir s'il y a une éventuelle possibilité de rétrogradation de cet ancien du RSP, lit-on dans le pays, le ministre en charge de la sécurité intérieure représentant le gouvernement n'aura pas une position tranchée, car, dit-il, la question militaire est délicate. Autre point d'actualité à lire dans les journaux du jour, le rendez-vous de la Grande Île. C'est demain 26 novembre que s'ouvre en principe le 16e sommet de la francophonie à Antananarivo en terre malgache, annonce le pays, qui indique par ailleurs que le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema, exaspéré par les affaires, hésite à faire le déplacement de la Grande Île. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso nous informe que l'Arabie Saoudite frappe à la porte de l'OIF pour y adhérer. Une demande que les responsables de l'organisation ont saluée à sa juste valeur, mais ont repoussée au calendrier grec afin de mieux mûrir la réflexion. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTV.